l'Empire aztèque. L'une des plus étonnantes civilisations que le monde ait connue. Les Aztèques étaient redoutables et très intelligents. Il ne fallait pas les sous-estimer. Il y a 700 ans, les Aztèques se sont établis au Mexique. En quelques décennies, ces conquérants dotés d'une ingéniosité exceptionnelle ont bâti un vaste empire. Il s'est effondré 2 siècles plus tard, brisé par les conquistadors espagnols. Ils n'avaient jamais vu d'armes en métal, ni d'armes à feu. Elles leur paraissaient cracher des éclairs. L'avènement et la chute de cette brillante civilisation fascinent les archéologues. Qui étaient les Aztèques? Pour le comprendre, nous allons suivre les spécialistes dans leurs recherches. Assister à une expérience inédite. Et découvrir des lieux mystérieux encore interdits au public. Des fouilles récentes révèlent des secrets étonnants sur la vie et la mort des Aztèques. On a découvert ici des restes humains, 2 grands os. Des dessins spectaculaires nous dévoilent la vérité sur leurs origines. Le codex Boturini est presque un document sacré. Et la construction de leurs pyramides défie l'imagination. Si on se trompe, il est très probable que la pyramide va s'effondrer. Nous allons enquêter sur les secrets des Aztèques et découvrir une civilisation hors du commun dont la brutalité allait de pair avec un raffinement extrême. Mexico. La capitale et son agglomération totalisent 21 millions d'habitants. Elle figure parmi les 15 plus grandes mégapoles du monde. Ces quartiers ultramodernes recouvrent les vestiges d'un monde disparu. La capitale de l'Empire aztèque, Tenochtitlan. Au XVe siècle, c'était la plus grande ville des Amériques et l'une des plus peuplées au monde. Une immense pyramide trônait au centre de la ville, le Templo Mayor, le grand temple. C'était le cœur du monde aztèque. Le Templo Mayor était le centre cosmique de l'univers aztèque. Tout ce qui concernait la vie religieuse ou politique au sein de l'Empire convergeait vers ce point central. David Walton étudie le monde aztèque depuis 10 ans. Il tente de reconstituer les techniques de cette civilisation pour mieux la comprendre. Il y a 600 ans, une pyramide étincelante dominait les environs. Elle s'élevait sans doute à 60 mètres de haut. Ce temple extraordinaire était au centre d'une enceinte sacrée, le siège du pouvoir aztèque. La capitale aztèque, Tenochtitlan, s'étendait tout autour de ce complexe. Elle était bâtie sur un ensemble d'îlots au milieu d'un lac. Ce réseau de rues, de canaux et de places couvrait près de 1000 hectares. À son apogée, la cité comptait environ 250 000 habitants. On imagine souvent la société aztèque comme primitive et violente. Mais ce peuple possédait des talents de bâtisseurs hors du commun. Il a fallu une bonne dose d'ingéniosité et de ténacité pour construire un empire dans cette région inhospitalière. Au XVe siècle, l'Empire aztèque domine la région du Mexique actuel. Ce territoire aussi étendu que la Grande-Bretagne compte 15 millions d'habitants. Mais pourquoi les Aztèques ont-ils construit leur capitale sur un lac ? C'est un immense défi de construire une cité au milieu de marécages. C'est d'autant plus impressionnant qu'elle soit toujours debout. Ce n'est pas l'œuvre d'une société primitive. David nous emmène au cœur du pays aztèque, non loin de Mexico. La construction des pyramides l'intéresse tout particulièrement. Il veut tenter de reproduire l'exploit des Aztèques.
Les édifices aztèques sont recouverts par la ville moderne. Donc on ne sait pas comment cette civilisation a construit ces pyramides. Le projet de David est ambitieux. Pour percer les secrets de construction des Aztèques, il va bâtir une réplique miniature de pyramide. Salut Lucas. Comment ça va? David va faire équipe avec l'architecte Lucas Cantu. Ensemble, ils vont se lancer dans l'inconnu. Personne n'a construit de pyramide ici depuis des siècles. La culture aztèque fait partie intégrante de l'histoire mexicaine, mais elle reste très mystérieuse. La plupart des informations dont on dispose viennent des sites archéologiques. Et comme les édifices sont à l'état de ruine, on en est réduit à faire des hypothèses et à imaginer leur apparence. Les Aztèques ne connaissaient ni le fer ni la roue, et ils ne disposaient pas de bêtes de somme. Pour leur projet, David et Lucas vont utiliser autant de techniques et d'outils traditionnels que possible. Le résultat final sera un peu brut. Ce sera sans doute un peu irrégulier. D'accord, très bien. Leur modèle réduit de pyramide fera 5 mètres de côté sur 2 mètres de hauteur. Il aura 3 étages. Je pense qu'on va se heurter à de grands défis, parce qu'on n'a jamais entrepris une chose pareille. Il faut s'attendre à rencontrer pas mal de problèmes, ne serait-ce qu'avec les outils. On n'est pas habitué à les utiliser. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Ça n'a rien à voir avec la construction d'une maison. C'est une première pour nous. On va devoir se débrouiller seul. Ce projet va contribuer à répondre à une grande question. Qui étaient les Aztèques ? La bibliothèque de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire abrite un trésor. Un document ancien appelé le Codex Boturini. Le directeur de la bibliothèque, Balthazar Brito, en sort une reproduction. Elle contient des indices sur les origines des Aztèques. Le Codex Boturini est presque un document sacré. On y trouve consignée l'histoire du peuple aztèque ou mexicain. Les Aztèques ne possédaient pas d'écriture alphabétique. Ils utilisaient des glyphes et des dessins figuratifs pour représenter en détail leur quotidien. Les codex ne racontent pas seulement des faits historiques. On y trouve aussi des indications sur la géographie, sur les rituels, sur les vêtements. Ce sont des instantanés très parlants de la vie quotidienne de l'époque. Ce codex daterait du début du XVIe siècle, juste avant la chute de l'Empire aztèque. Il retrace la longue épopée de ce peuple nomade. Le Codex Boturini raconte l'histoire des Aztèques depuis leur lieu d'origine. Cet endroit s'appelle Aztlán. Ils ont quitté leur ville à la suite d'un pacte conclu avec une divinité. Elle leur a promis qu'ils seraient propriétaires de nouvelles terres. Les Aztèques partent en quête de cette terre promise. Ils vont ainsi errer pendant 2 siècles à travers le Mexique. Au terme de leurs aventures, ils parviennent dans une immense vallée. Elle est en partie occupée par un lac qui regorge d'oiseaux et de poissons, le lac Texcoco. Sur ce lac, il y a une île. Ils voient un aigle se diriger vers elle et se poser sur un cactus, un serpent dans le bec. C'est le signe de la part des dieux qu'ils attendaient. C'est à cet emplacement qu'ils vont fonder leur cité. Elle s'appellera Tenochtitlan, le lieu du figuier de barbarie sur la pierre. C'est une image fondamentale pour le peuple mexicain, au point qu'elle figure sur le drapeau actuel. Parce qu'elle représente la fondation de la ville. Sur ce site sacré, les Aztèques vont bâtir le Templo Mayor. C'est l'un des milliers de monuments construits à travers l'Empire aztèque. Beaucoup d'entre eux sont encore debout aujourd'hui. Le site de Tenayuca se trouve à 13 km au nord du Templo Mayor. Il possède la pyramide la mieux conservée du monde aztèque.
Béatrice Zúñiga nous explique son origine. Au départ, le temple était un simple petit sommet. Et puis, dans un premier temps, on l'a recouvert de pierres taillées. Ensuite, on a bâti un deuxième niveau. Et sur ce deuxième temple, on a ajouté encore un étage. En tout, il y a eu 7 phases de construction successives. Mais d'où vient la couleur rouge de la pyramide? Les monuments de Tenayuca ont été bâtis en pierre volcanique. Le bassin de Mexico est entouré de montagnes. Et la plupart sont d'origine volcanique. Les Aztèques disposaient donc d'un matériau abondant, facile à tailler et varié. La pierre volcanique utilisée pour le Templo Mayor s'appelle le tezontle. Le tezontle est un matériau très léger. C'est une pierre volcanique poreuse. Elle permettait de bâtir des édifices légers et de plus on pouvait la transporter facilement. La pyramide de Tenayuca mesurait 30 mètres de hauteur sur une base de 62 mètres par 50. Si la pierre volcanique est légère, la construction d'un tel monument devait pourtant représenter un immense défi. Ils ont dû utiliser des milliers de pierres pour construire le monument. Il a fallu apporter des blocs de la carrière, puis les tailler et les mettre en place. Ça représente un travail colossal. Les Aztèques ont bâti d'immenses pyramides destinées à susciter l'admiration des populations. Ils ont réalisé ces prouesses architecturales sans aucun outil de métal. Nous suivons David Walton dans une carrière située près de Mexico. Il va tenter de tailler des pierres à la manière des Aztèques. Bonjour Alejandro, comment ça va? Salut David. Content de vous voir. Alejandro Pastrana travaille à l'Institut national d'anthropologie et d'histoire. Il connaît très bien le tezontle. La pierre volcanique est toujours très utilisée dans le secteur mexicain de la construction. C'est une pierre formidable. Il existe du tezontle rouge et du tezontle gris. C'est un matériau très polyvalent. On peut l'utiliser pour faire des murs, des sols, des sculptures. Elle est relativement dure, sans pour autant être lourde. Le tezontle extrait de cette carrière est rouge. Cette teinte provient de sa forte teneur en oxyde de fer. Pour bâtir leurs monuments, les Aztèques ont exploité des sites comme celui-ci. On peut voir les différentes coulées de lave du volcan. Parfois, des blocs se détachent et se brisent. Les Aztèques coupaient ensuite des morceaux assez petits pour être transportés. David voudrait tailler un bloc comparable à ceux du Templo Mayor et de Tenayuca. Mais comment les Aztèques ont-ils taillé la pierre sans outils métalliques ni machines? Caroline Dodds-Pennock est historienne et maître de conférences à l'université de Sheffield en Angleterre. Elle examine un autre codex. Il permet notamment de comprendre le travail de la pierre à l'époque aztèque. Le Codex de Florence a été compilé au XVIe siècle par un moine franciscain. Il comprend plus de 2000 illustrations magnifiques peintes par des artistes indigènes. Les 12 livres de cet ouvrage sont rédigés à la fois en espagnol et en langue locale. Ils décrivent la culture et la société aztèque, et puis la conquête espagnole. Les 2468 dessins qui enrichissent le codex illustrent tous les aspects du quotidien des Aztèques. C'est une source d'informations inestimable, sans doute la plus riche qui soit sur cette civilisation. Le manuscrit est si précieux que je ne l'ai jamais vu en vrai. Il est conservé dans une salle climatisée à Florence, d'où son nom. Il a une telle importance pour l'histoire de la culture aztèque que les simples chercheurs ne peuvent pas le toucher.
croyances, astronomie, commerce, histoire, les 12 livres du Codex portent chacun sur un thème précis. Caroline se concentre sur ceux qui traitent de la vie quotidienne. Nous avons ici une très belle illustration du travail de la pierre depuis le début du processus jusqu'à la fin. On voit à l'arrière-plan des ouvriers qui détachent des blocs et d'autres qui les divisent. On a ici un homme avec une hache de pierre à manche de bois et devant des ouvriers avec des burins ou avec des maillets qui coupent la roche. Les tailleurs de pierre travaillaient toute l'année, même au cœur de l'été. C'était une tâche difficile et très physique. Dans la carrière, David et Alejandro vont tenter de tailler des blocs pour la pyramide. Ils vont utiliser des outils de pierre similaires à ceux représentés dans le Codex. On est prêt? On y va. Alejandro a repéré un bloc de tessontle qui ne lui paraît ni trop dur, ni trop tendre. On va voir ce que ça donne. Ici, c'est dur. Et là, c'est tendre. Ok, donc il faut tailler le long de cette ligne jusqu'ici. Et ensuite, on taille là, jusqu'en bas. Vous pouvez essayer de frapper ici. D'accord, je me lance. Les outils aztèques étaient en pierre très dure, comme le basalte ou le silex. Ils permettaient de dégrossir les blocs de tessontle. C'était un travail de longue haleine, avec des outils relativement peu performants. Oh non, c'est pas vrai. Il fallait réparer les outils en permanence, en plus des heures passées à détacher les blocs de la masse. Là, on comprend mieux la difficulté de ce travail. Il a fallu des mois pour tailler ces milliers de blocs. Je viens de me couper. Les ouvriers devaient avoir les mains pleines d'ampoules et d'entailles. C'est vraiment un travail très dur. Les tailleurs de pierre aztèques avaient des années de pratique. David et Alejandro n'ont pas leur expérience. La tâche leur paraît insurmontable. Essayez avec ça. S'ils veulent parvenir à leur fin, et dans les temps, il va leur falloir de l'aide. Bonjour. Ah, bonjour. Les renforts sont arrivés. Bonjour, ça va? Ciro travaille dans cette carrière. Je peux avec ça? Allez, on y va. C'est un tailleur de pierre expérimenté. Pour finir le travail, il passe aux outils de métal. Je peux essayer? Oh la vache, c'est lourd. La tâche reste compliquée, même avec du matériel moderne. Oh, pardon. Allez-y. Au bout de 4 heures de travail éreintant, le bloc se détache enfin. Ouais, génial. Super. On a bien bossé. Il faudrait des milliers de blocs comme celui-ci pour faire une pyramide de la taille du Templo Mayor. Ah ouais, c'est parfait. Les Aztèques ont mis en œuvre des moyens considérables pour construire ces pyramides. Mais à quoi servaient-elles? Pour le savoir, direction un autre complexe, à 50 km au nord-est du Templo Mayor. Teotihuacan a été bâti plus de 1000 ans avant les premières pyramides aztèques. Sergio Gómez Chavez est membre de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire. Il étudie les liens entre cette cité extraordinaire et les Aztèques. Teotihuacan était la cité la plus importante du Mexique préhispanique. On estime qu'elle a compté jusqu'à 200 000 habitants. Très peu de villes étaient aussi peuplées à l'époque. Le site comprend 3 structures principales et plus d'une vingtaine d'édifices de taille plus modeste. Du haut de ses 65 mètres, la pyramide du Soleil domine tout le paysage. C'est la 3e plus haute pyramide du monde. Mais cette civilisation a disparu mystérieusement
7 siècles avant la fondation de l'Empire aztèque. La cité a été abandonnée. Un grand nombre d'édifices publics ont été brûlés ou détruits par les habitants. Teotihuacan est resté inhabité pendant plusieurs siècles. Pour Sergio, il pourrait y avoir un lien entre cette cité fantomatique et les Aztèques. On y a retrouvé des objets étonnants. C'est un objet extraordinaire. Il représente un homme âgé en position assise. Mais en fait, il s'agit d'une pipe. Et ici, c'est son pénis. C'est par là qu'on inhale la fumée. Et ça, c'est incroyable. C'est un instrument de musique. On a ici le bec et là les trous pour jouer différentes notes. Ces objets ont été trouvés ici, à Teotihuacan. Mais leur conception n'est pas locale. Qui les a fabriqués? On a aussi cette très belle pièce. Le décor à la barbotine et la forme des pieds sont tout à fait caractéristiques de la culture aztèque. La découverte d'objets aztèques à Teotihuacan a eu un grand retentissement. Elle prouvait que les Aztèques étaient venus ici. Au cours de leur périple, les Aztèques sont tombés sur cette incroyable cité déserte. La splendeur de ce complexe les a fortement impressionnés. Plus tard, ils s'en sont inspirés pour construire leur propre cité. La pyramide était un élément fondamental de la vision du monde mésoaméricaine. Et les Aztèques se sont appropriés cet élément pour le reproduire. Ces pyramides avaient-elles une fonction similaire à celle d'Égypte? Certains édifices, comme la pyramide du Soleil, présentent des similarités avec les pyramides d'Égypte. Les dimensions sont à peu près les mêmes, du moins pour ce qui est de la base. Pas de la hauteur. En Égypte, elles sont beaucoup plus hautes. Les pyramides d'Égypte étaient de gigantesques tombeaux. La dépouille du pharaon reposait au cœur de l'édifice, dans une chambre secrète. Qu'en est-il des pyramides du Mexique? Pour le comprendre, Sergio Gomez nous emmène au centre de Teotihuacan. Le temple du serpent à plumes est l'un des grands édifices du site. Il date du début du IIIe siècle. C'est l'un des monuments emblématiques de Teotihuacan. En 2003, on a découvert un tunnel secret sous le temple. Sergio a été la première personne à y pénétrer. Quand mes collègues m'ont descendu le long d'une corde, je me suis retrouvé dans l'obscurité complète. Je ne tenais plus en place parce que je n'avais aucune idée de ce qu'on allait trouver. Je me souviens que je n'ai pas dormi de la semaine. Je n'arrêtais pas de penser à cette découverte. Ce tunnel étroit est resté intact pendant près de 2 millénaires. Il se poursuit sur plus de 100 mètres sous le temple du serpent à plumes. Quelles étaient la nature et la fonction de cet étrange monde souterrain? Ma première idée, c'était qu'on allait trouver une tombe, peut-être celle d'un souverain. Pourquoi? Parce que nous sommes sous le temple du serpent à plumes, l'un des édifices majeurs du site et qui était associé au pouvoir. L'équipe de fouilles a extrait de ce tunnel plus de 1300 tonnes de terre et de gravats. Au bout de la galerie, les archéologues ont débouché sur une vaste salle. À l'intérieur, 4 figurines de jade étaient tournées vers le centre du temple, situé au-dessus. Elles étaient placées dans un paysage miniature hérissé de montagnes et creusé de vallées, où coulaient des rivières de mercure. Au plafond, de la poudre de pyrite étincelante créait l'illusion d'une nuit étoilée. Quelle était donc cette salle énigmatique? Pour Sergio, il s'agissait probablement d'un lieu sacré. Dans la cosmogonie de la Mésoamérique précolombienne, le monde se divisait en 3 plans. La région céleste, la terre où nous vivons, et en dessous il y avait un autre monde qu'on appelait l'inframonde.
Le tunnel était une métaphore de ce monde souterrain. Mais s'agit-il d'une tombe, comme Sergio le pensait? Les vestiges découverts par la suite semblent le confirmer. Dans la deuxième section du tunnel, on a dégagé des milliers d'objets, des choses incroyables, de grands coquillages et des conques importés du Guatemala, beaucoup de jade et d'objets d'une extraordinaire qualité. Ces trésors étonnants pourraient être les objets funéraires d'un roi. Le paysage représenterait ainsi le séjour des morts. Mais s'il s'agit d'une tombe, où se trouve le corps du défunt? On n'a pas trouvé de sépulture. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de dépouille, mais plutôt que les habitants ont dû la retirer à un moment donné. Pour Sergio, les ossements du souverain ont été déplacés par un rival. Mais le mobilier funéraire semble indiquer qu'il s'agissait bel et bien d'une sépulture. Les pyramides aztèques étaient-elles aussi des tombeaux? Je pense que les pyramides aztèques, comme le Templo Mayor, n'étaient pas des tombes. Il existe des espaces à côté où on déposait les dépouilles des souverains. Mais la pyramide en elle-même n'avait pas de fonction funéraire. Les pyramides aztèques étaient des sanctuaires destinés à pratiquer des rituels, des lieux de vénération. Pour les construire, il a fallu déplacer des milliers de tonnes de pierres. Comment les Aztèques ont-ils assuré leur transport sans carriole ou traction animale? À la carrière, Ciro découpe le bloc de Tezontle en morceaux de taille plus petite. Pendant ce temps, David enquête sur les outils aztèques. Les Aztèques ne connaissaient pas le fer, mais ils avaient trouvé un matériau très tranchant. Oui. Ils utilisaient l'obsidienne. L'obsidienne est une roche volcanique vitrifiée. Elle se forme au cours d'une éruption lorsque la lave refroidit rapidement. Mais comment fabrique-t-on un outil à partir d'un morceau de verre? J'ai ici un morceau de Tezontle, un percuteur. D'accord, vous allez frapper le nucléus d'obsidienne avec le percuteur pour en détacher un éclat. Et ça nous fera un outil. Exactement. Alejandro va tenter de tailler la pierre sans la faire éclater. Mettez votre main. Cette lame est-elle tranchante? Vous voulez essayer? D'accord. Allez-y. Coupez. C'est dingue! C'est super coupant. Cette lame d'obsidienne s'enfonce dans le cuir comme un couteau dans le beurre. C'est magique. Complètement, c'est incroyable. Elle est même plus tranchante qu'un couteau. Je vais essayer avec une lame d'acier. Bon. C'est pas possible. Regardez-moi ça. Je fais pas semblant. Pour les Aztèques, l'obsidienne était un éclair lancé par les dieux. C'était un bien très précieux. J'imagine que c'était un matériau très important pour les Aztèques. Tout à fait. L'obsidienne servait à fabriquer des armes sacrificielles, à tuer des êtres humains, à couper de la viande, des fibres ou tout autre matériau. C'est presque un outil chirurgical avec ce tranchant. Absolument. Les Aztèques ont utilisé les ressources à leur disposition pour bâtir les pyramides. Mais comment ont-ils transporté les blocs jusqu'au site de construction? Les Aztèques n'avaient pas d'animaux pour transporter les marchandises. Ils avaient donc un instrument de portage qu'on appelle un mecapal. Un mecapal est un bandeau tressé attaché à un sac ou à un panier. D'accord. Donc on met toutes les pierres dedans et après, comment ça marche? Où est-ce que je mets ça? Ça, c'est le bandeau principal. Et on le met là. Sur la tête? Les mecapales des Aztèques étaient en fibre d'agave. J'ai apporté une feuille d'agave. Comment fait-on pour extraire la fibre? Alejandro coupe une feuille d'agave avec sa lame d'obsidienne.
Vous voyez la fibre? Ouais, je la vois très bien. Ça fait un brin. Ça y est, j'ai compris. Et après, on la tord. D'accord, donc on la tord pour en faire une corde. Exactement. La fibre d'agave servait à la fabrication de cordages, de tissus et de paniers. Donc on va utiliser cet instrument pour transporter les pierres jusqu'à la pyramide. Voilà, comme un vrai porteur aztèque. Allez, c'est parti. Les porteurs formaient le corps de métier le plus nombreux du monde aztèque. Il fallait des milliers d'hommes pour assurer le transport des biens et des marchandises. Ah oui, dites donc, c'est lourd. Bon, vous êtes prêts? Je crois bien. Allez, on y va. Alors c'est parti. Grâce à leur mécapale, les porteurs aztèques pouvaient transporter des charges de plus de 40 kilos. Ils marchaient pendant des jours sur un terrain accidenté. Plus que 40 km à faire. La capitale aztèque est loin des carrières et elle se trouve aussi au milieu d'un lac. Mais ce peuple ingénieux a relevé le défi avec une facilité déconcertante. Et il a même transformé cet obstacle en véritable atout. Pour en savoir plus, David retourne au pied du Templo Mayor. D'ici, on se rend compte de la quantité phénoménale de travail que représente sa construction. Il a fallu une organisation très centralisée pour bâtir un monument pareil dans un lieu si peu propice. Tenochtitlan comptait plus de 250 000 habitants. La circulation des biens et des personnes était un enjeu majeur de la cité. Tenochtitlan était le cœur de l'Empire aztèque, donc il était absolument crucial de disposer d'un système de transport efficace pour faire entrer et sortir les marchandises. Les Aztèques avaient porté la planification urbaine à un très haut degré de sophistication. L'île historique mesurait 5 km de diamètre. Les Aztèques y avaient bâti le complexe cérémonial avec le Templo Mayor en son cœur. Mais à mesure que la population a augmenté, Tenochtitlan s'est agrandi. La ville s'est développée sur le lac. Ces terres gagnées sur l'eau étaient sillonnées de canaux et de chemins de terre. Les pirogues étaient le principal moyen de transport. Pour relier la cité aux rives, les Aztèques ont bâti 4 immenses chaussées. Certaines mesuraient 11 km de long. Plus tard, lorsque les Espagnols ont découvert la splendeur de Tenochtitlan, ils l'ont surnommée la Venise du Nouveau Monde. Les voies d'accès assuraient le transport des marchandises au cœur de la cité. Cet aménagement urbain était si efficace qu'il perdure encore aujourd'hui. L'Empire aztèque a disparu, mais la ville moderne de Mexico est bâtie sur le plan urbain créé par les Aztèques. Certaines grandes artères de la ville suivent le parcours des chaussées qu'ils avaient aménagées à Tenochtitlan. L'ancienne capitale a été détruite, mais le Templo Mayor a en partie subsisté. Comment est-ce possible? Quand on se promène dans Mexico, rien ne semble indiquer la présence d'un lac. Et pourtant, il suffit de lever les yeux pour voir toute la difficulté de construire dans cet environnement. Il y a plus de 700 ans, quand les Aztèques sont arrivés ici, il n'y avait qu'une île et un lac immense. Pour construire les pyramides et tous leurs grands monuments, ils ont dû trouver le moyen de bâtir sur un sol meuble et très instable. Après leur victoire au XVIe siècle, les Espagnols ont asséché le lac et bâti la cité de Mexico. La ville entière repose sur le fond d'un lac. Résultat, les rues et les immeubles ont tendance à s'affaisser. On peut voir que certaines pierres des murs sont droites et d'autres ondulent, comme ça. On observe la même chose au niveau des trottoirs. Ce sont les bâtiments qui s'enfoncent dans l'ancien lac. La capitale mexicaine est en train de couler. Certaines zones s'enfoncent d'1 mètre par an dans le sol. Partout dans Mexico, on voit des immeubles comme celui-ci qui s'enfoncent dans le sol. C'est un vrai problème.
David ne veut pas que sa pyramide subisse le même sort. Comment faire pour éviter qu'elle ne s'enfonce dans le sol? Il se rend au pied de l'un des monuments emblématiques de la ville. Quand on a construit l'Ange de l'Indépendance en 1910, l'estrade comptait 9 marches. Aujourd'hui, il est entouré d'échafaudages, mais on peut compter les marches. Il y en a 26. Il a fallu en ajouter 17 au fil des décennies. C'est parce que le paysage environnant s'est enfoncé d'environ 3 mètres. Comment se fait-il que le monument lui-même ne s'enfonce pas dans le sol? Le secret de ce monument, c'est qu'il repose sur des piliers de béton très solides. Ils ont permis de l'ancrer dans le sol. Voilà pourquoi il ne bouge pas alors que tout le quartier s'affaisse. Les Aztèques connaissaient déjà cette technique. Sur le site du Templo Mayor, les archéologues ont dégagé des poteaux de bois profondément enfoncés dans le sol. Ils empêchaient les monuments de sombrer. C'est grâce à ces piliers de béton que l'Ange reste en place. La clé, ce sont donc les fondations. Pour bâtir la pyramide, les Aztèques ont d'abord enfoncé des pieux dans le sol. Ils les ont ensuite entourés de murs de pierre et de ciment. L'enclos a été rempli de gravats pour former le premier niveau. Ils ont répété plusieurs fois ce processus pour édifier une petite pyramide. À mesure que leur puissance a augmenté, ils ont recouvert ce premier monument. Les pyramides se sont alors succédé, de plus en plus grandes, jusqu'à l'avènement d'un géant de pierre, le Templo Mayor. L'enceinte sacrée de Tenochtitlan aurait compté 78 monuments. Elle couvrait une surface grande comme 22 terrains de football. Non loin de la ville, la construction du modèle réduit de pyramide commence. L'équipe va l'ancrer avec des piliers de bois, comme le faisaient les Aztèques. La région centrale du Mexique était autrefois couverte d'une épaisse forêt. On y trouvait essentiellement des pins, des chênes et des cyprès. Les Aztèques ont sans doute utilisé le bois de pin ou de chêne pour faire des pieux de fondation. La future pyramide devrait peser environ 20 tonnes. Il faut calculer le nombre de piliers nécessaires pour ces fondations. Donc ça fait 5 par côté. 1, 2, 3, 4, 5. Ils optent pour un quadrillage de 25 pieux espacés de 80 cm. Cette décision n'est pas anodine. La solidité de la structure en dépend. Si on se trompe, si on ne place pas bien nos pieux, il est très probable que la pyramide va s'effondrer. Il faut ensuite ancrer profondément les pieux dans le sol. Ils pourront ainsi supporter le poids de la pyramide. Mais il n'est pas facile de creuser la terre avec des outils de bois. C'est très difficile et ça prend énormément de temps. En plus, on en a cassé quelques-uns. Lucas est impressionné par la persévérance des Aztèques. Je ne crois pas qu'on va pouvoir creuser 25 trous avec de simples bâtons. Il va falloir les remplacer par des fers à béton. Même avec des outils de métal, il faut une journée entière pour ancrer les 25 pieux. Lucas s'assure qu'ils sont solidement enfoncés dans le sol. Pour l'instant, ils bougent beaucoup. Mais ça ira mieux quand on va remplir les trous. Ils seront plus serrés, ce sera plus solide. David et Lucas espèrent bâtir une pyramide capable de plaire aux dieux aztèques. Mais qui étaient ces divinités? Et pourquoi leur a-t-on dédié de tels monuments? Le Codex de Florence fourmille de détails sur le quotidien des Aztèques. Caroline Dodds-Pennock consulte maintenant les livres consacrés au culte et rituels. Voici l'image d'un prêtre habillé en Tlaloc, le dieu de l'eau, de la fertilité et de la pluie. On reconnaît Tlaloc à la plume de héron qui orne sa coiffe. Il tient aussi un bouclier orné d'une fleur aquatique et il porte un bâton en roseau. Tlaloc était un dieu majeur, responsable de la pluie et des récoltes.
Le codex livre aussi des informations sur l'autre grande divinité du panthéon aztèque, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli est le dieu de la guerre. Il est le fils du soleil et le dieu tribal des Aztèques. Sur cette illustration, il porte des plumes de colibri. Son nom signifie quelque chose comme le colibri de gauche. Il tient également un bâton en forme de serpent. Ce bâton, c'est le Xiuhcoatl, le serpent de feu, et il est associé au soleil. En tant que dieu du soleil, Huitzilopochtli fait en sorte qu'il se lève chaque jour. En tant que dieu de la guerre, il est déterminant dans les victoires des Aztèques. La guerre est un élément primordial de la culture aztèque. C'est une activité essentielle à la pérennité de la cité. Il fallait partir en guerre ou menacer les gens de guerre pour acquérir des biens et des ressources. Et c'est ainsi que cette ville insulaire gardait la main sur son empire. À la différence d'autres divinités, Huitzilopochtli est un dieu spécifiquement aztèque. Selon la légende, sa mère était une déesse qui portait une robe faite de serpents. Elle avait 400 fils et une fille. Lorsqu'elle était enceinte d'Huitzilopochtli, ses fils manigancèrent de la tuer. Mais Huitzilopochtli sortit tout armé du ventre de sa mère. Il massacra ses frères, qui devinrent les étoiles du ciel. Ensuite, il démembra sa sœur et la lança de la montagne sacrée. Dans le ciel, elle devint la lune. Huitzilopochtli lui-même se métamorphosa pour devenir le soleil, le créateur tout-puissant. C'est un mythe très important, parce que Huitzilopochtli est aussi le dieu protecteur de la tribu aztèque. Il incarne la société aztèque et la cité même de Tenochtitlan. Ce mythe symbolise le triomphe des Aztèques sur le premier obstacle qui a menacé leur puissance. La survie du monde aztèque dépend des cérémonies dédiées à Huitzilopochtli. Sans ces offrandes, ce serait la catastrophe. Selon la cosmogonie aztèque, les dieux avaient créé plusieurs mondes successifs, et les Aztèques se trouvaient dans le 5e. Les 4 mondes, ou soleils précédents, avaient été anéantis. Ils croyaient aussi que ce 5e âge serait le dernier, et qu'il se terminerait par une apocalypse. Pour préserver le monde, les Aztèques devaient pratiquer des rituels réguliers. Ils ont une vision du monde extrêmement fataliste, et ils sont persuadés qu'ils doivent nourrir leur Dieu pour que leur monde continue d'exister. Les pyramides contribuaient à nourrir les dieux afin que le soleil continue de se lever chaque jour. Sur le chantier expérimental, David et Lucas ont posé les fondations de leur pyramide. Si les Aztèques voyaient nos fondations, je crois qu'ils seraient satisfaits. On s'en est plutôt bien tiré. Ils peuvent maintenant passer à la phase de construction. Première étape, préparer les pierres pour les parois de la pyramide. On va utiliser ce tesson-de-clé gris pour monter les murs de la pyramide. Il est plus résistant que le tesson-de-clé rouge qu'on va utiliser pour remplir l'intérieur. Pour l'instant, les pierres ne sont pas dégrossies. Il va falloir toutes les tailler à la main pour avoir des faces plates. Les ouvriers aztèques travaillaient à la chaîne. Certains taillaient les pierres, tandis que d'autres préparaient le mortier ou disposaient les pierres. On a repris nos outils en métal, mais sinon on utilise les mêmes techniques que les Aztèques. On les frappe exactement de la même façon qu'eux. Même avec des outils en métal, le travail est lent et difficile. Les pierres sont irrégulières. Elles ne ressemblent pas aux blocs rectangulaires des pyramides égyptiennes. Une fois taillées, il faut les assembler une à une. Là, on est en train d'arranger les pierres selon leur forme. C'est comme si on reconstituait un puzzle. En fait, on a fabriqué nous-mêmes les pièces du puzzle. Voilà. Et par exemple, si on a un bout qui ne rentre pas dans le puzzle, on l'enlève et ça s'adapte mieux. Chaque pierre doit être parfaitement plate. La façade de la pyramide sera ainsi lisse et régulière.
Balthazar va aplanir encore un peu cette pierre. Il repère les petites bosses et il les retire au burin. La vache! Ça fait plein d'éclats. Oh, je viens encore d'être touché. On imagine un site de construction aztèque avec des milliers d'hommes en train de faire ce travail et des éclats de pierre qui volent partout. Pendant ce temps, les maçons se mettent à l'œuvre. Il faut mesurer précisément l'inclinaison des faces de la pyramide. Si l'angle n'est pas bon au départ, tout en bas, l'écart va encore s'accentuer à mesure qu'on montera les murs. Et la pyramide sera complètement de travers. David s'inquiète pour les fondations. Il espère qu'elles pourront supporter le poids de la pyramide. À mesure que notre pyramide va s'élever, elle va aussi peser de plus en plus lourd. Et donc, elle risquera encore plus de s'enfoncer dans le sol. Et puis, les murs peuvent s'effondrer sur eux-mêmes. En fait, plus on avance, plus je sens la tension qui monte. Au bout de 4 jours de travail minutieux, les murs du premier degré sont terminés. David pense que les Aztèques approuveraient ce premier résultat. Ça commence vraiment à prendre forme. Ça ressemble bien à une pyramide aztèque. On avait tracé les plans, mais la voir en vrai, c'est absolument génial. J'ai hâte de voir la suite. Les Aztèques ont fondé l'une des civilisations les plus puissantes de l'histoire des Amériques. Comment une petite tribu a-t-elle réussi à soumettre toute une région? Pour le savoir, direction Métépec, à 55 km à l'ouest de Mexico. Sur les flancs de cette colline, les archéologues ont fait une découverte macabre. Les squelettes de 118 hommes et femmes. Certains étaient enterrés juste sous la surface, d'autres à près de 2 mètres de profondeur. La plupart étaient allongés, mais quelques-uns avaient les genoux pliés. Certains ont été ensevelis avec de la céramique, d'autres sans. Tous remontent au XVe siècle, à l'apogée de l'Empire aztèque. Que nous disent ces sépultures de la puissance de l'Empire aztèque? Carmen Carbajal examine l'un des squelettes du site. Si cet individu pouvait parler et nous raconter l'histoire de sa vie, ce serait un récit très important et sans doute fascinant. La taille et la forme des os indiquent qu'il s'agit probablement d'un homme. Il devait avoir environ 35 ans. Il a été inhumé avec des offrandes pour sa vie dans l'au-delà. Ces objets nous parlent de ses origines. La céramique est caractéristique du groupe aztèque. Les fuseaux, les seaux, divers objets en cuivre, des pinces, une aiguille. Les offrandes semblent indiquer qu'il s'agit d'un aztèque. Mais beaucoup de squelettes n'ont pas été enterrés avec les mêmes offrandes. Carmen pense qu'ils n'étaient pas tous aztèques. Certains d'entre eux appartenaient à la tribu locale des Matlatzinca. Pourquoi avoir enterré des Aztèques près des Matlatzinca? Quand les Aztèques sont arrivés dans la vallée de Toluca, ils ont trouvé les Matlatzinca qui occupaient les lieux. Ils ont donc commencé par les soumettre. Après les avoir vaincus, ils les ont intégrés dans l'Empire. Les deux tribus vivaient côte à côte.
Les Aztèques ne se sont pas contentés de soumettre les Matlatzinca. Ils se sont aussi emparés de toute la région. À quoi ressemblait la vie quotidienne dans les cités conquises? Voici Tlatelolco, ville jumelle et rivale de Tenochtitlan. Elle ne se trouvait qu'à 2 km du Templo Mayor. Sa voisine s'est tellement développée qu'elle a fini par l'absorber. Tlatelolco abritait une enceinte sacrée organisée autour d'une magnifique pyramide. Son marché était le plus vaste et le mieux approvisionné de tout l'Empire. Il accueillait chaque jour plus de 25 000 personnes. Tlatelolco était le siège commercial des Aztèques. Mais des fouilles récentes ont révélé de sombres secrets. Salvador Guillem Arroyo est le responsable des fouilles de Tlatelolco. Quand on a commencé à fouiller ce secteur, on avait des questions très claires. Comment ont été construits ces édifices? Quelle était leur fonction? Ce site permettra sans doute de mieux connaître la fonction des monuments cérémoniels dans les cités de l'Empire. Vous avez vu de la couleur sur ce sol? Juste du noir. Pas de rouge? Tout est noir. Le dallage noir et le parement de pierre rouge pourraient indiquer que l'édifice était consacré au dieu de la guerre. Il s'agissait de maisons de prière, de lieux où les guerriers venaient faire une sorte de pénitence. Ils venaient jeûner. Dans ce secteur, l'équipe de fouilles a dégagé plusieurs chambres disposées autour d'un autel. On y a retrouvé de la céramique et des brûleurs d'encens. C'est intéressant. Au milieu de ces objets du quotidien, les archéologues ont trouvé tout autre chose. Des ossements humains. On a découvert ici des restes humains, 2 grands os. Des êtres humains offerts en sacrifice aux dieux. Notre collègue Paola est en train de chercher d'autres éléments, d'autres vestiges de ce sacrifice. On espère comprendre à quel dieu il était dédié. Ces monuments sacrés étaient un élément central de la société aztèque. Mais les secrets de leur construction sont restés méconnus pendant des siècles. Sur le chantier, l'expérience continue. La pyramide aztèque de David et Lucas est bien avancée. Le premier niveau est désormais terminé. Il faut maintenant gagner en hauteur. On a commencé le 2e étage. On a placé des cordes pour indiquer les angles et les niveaux, et on suit ces repères pour monter les murs. Cette étape fait apparaître un nouveau défi. Les murs sont inclinés, donc si on ne met rien pour les tenir en place, ils vont s'effondrer sur eux-mêmes. Pour renforcer la structure, ils remplissent l'intérieur de gravats. Les pyramides d'Égypte renfermaient des sépultures. Mais au Mexique, elles étaient pleines, comme en attestent les amas de Tezontle. Toutes les offrandes ou les dépôts dédiés aux dieux étaient faits sur les côtés des pyramides ou devant les escaliers. Il faut aussi un liant solide pour assurer la cohésion des pierres.
David et Lucas testent la technique aztèque de fabrication du mortier. On va commencer par pulvériser le tessontlé. Voilà, Et comment on s'y prend? je dépose de la roche sur une surface plane et je l'écrase. Comme ça. Maintenant, on va la tamiser. Et là, on va mettre de la chaux. Cette poudre était obtenue à partir de roches calcaires. On chauffe le calcaire à haute température, puis on verse de l'eau dessus. Ça crée une réaction et on obtient cette poudre. Tu peux verser de l'eau? Oui. Et ça va permettre à la pyramide de tenir debout? Voilà, ça va maintenir les pierres en place. L'archéologie expérimentale est un outil précieux pour les chercheurs. Elle leur montre les vestiges sous un tout autre jour. Ce qui m'apparaît très clairement grâce à ce chantier, c'est tout le travail nécessaire à la construction de ces pyramides. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en quelques semaines ou en quelques mois. Il fallait des années pour bâtir ces grands édifices. Les Aztèques pouvaient puiser dans leur empire la main-d'œuvre et les ressources nécessaires à ces chantiers titanesques. Mais comment maintenaient-ils leur autorité sur les populations conquises? Si Tenochtitlan était un centre administratif, politique et religieux, certains vestiges témoignent aussi de la puissance militaire des Aztèques. L'élite guerrière avait toute sa place dans l'enceinte sacrée de la cité. Lors des fouilles du Templo Mayor, on a découvert un autre bâtiment du côté nord. Il reste les premières marches d'un escalier paré de statues d'aigles. Non loin de là, on aperçoit un mur fait de crânes sculptés. À l'intérieur, on a dégagé un banc orné de processions de guerriers. À l'entrée, 2 statues de Mictlan Tecutli, le dieu de la mort, saluaient le visiteur. Sa cage thoracique est ouverte et son foie pend sous ses côtes. Pour nous, cette statue peut paraître terrifiante, horrible. C'est quelque chose qui nous met mal à l'aise. Mais pour les Aztèques, les notions de vie et de mort étaient intimement liées. Ils souhaitaient même passer de la vie à la mort. La guerre et la mort, les dieux, tout semble indiquer que cet édifice était l'un des plus importants de la cité. La maison des guerriers aigles. Les guerriers aigles étaient les bataillons d'élite des armées aztèques. Dans cette maison, ils méditaient, ils priaient, ils organisaient des cérémonies et ils créaient un esprit de corps au sein des troupes. Les fils de familles nobles bénéficiaient d'un entraînement militaire de haut niveau. Ils pouvaient alors devenir des guerriers aigles, les soldats les plus redoutés du monde aztèque. Ils portaient un casque en bois en forme de tête d'aigle, orné de plumes. Leurs boucliers aussi étaient couverts de plumes, et leurs lances étaient munies de pointes d'obsidienne tranchantes comme des rasoirs. Mais les armes aztèques n'étaient pas toutes conçues pour tuer. L'atlatl, le propulseur de javelines, servait à assommer l'ennemi. La mission principale des guerriers aigles était de faire des prisonniers. Ces derniers étaient ensuite sacrifiés pour nourrir les dieux. L'élite militaire aztèque, comme les guerriers aigles, ont joué un rôle moteur dans l'expansion aztèque. C'est l'arme secrète qui leur a permis de conquérir et d'assujettir les populations de Mésoamérique. Les guerriers aigles de Tenochtitlan étaient au cœur d'une puissante coalition. Car ce qu'on appelle l'Empire aztèque était en réalité une triple alliance. Tenochtitlan était allié à Texcoco à l'est et à Tlacopan à l'ouest. Cette coalition a rapidement conquis un vaste territoire d'environ 220 000 km².
Il s'étendait d'un océan à l'autre et jusqu'à l'actuel Guatemala. Mais l'ordre militaire aztèque reste auréolé de mystère. Que fallait-il faire pour devenir un guerrier d'élite ? Nous sommes à une centaine de kilomètres au sud-ouest du Templo Mayor, sur le site de Malinalco. Béatrice Zuniga nous emmène voir un édifice lié aux guerriers aztèques. Pour l'atteindre, il faut gravir les 427 marches qui mènent au sommet de la colline, à 120 mètres au-dessus de la vallée. C'est fatigant. Les Aztèques devaient avoir une bonne condition physique. Au sommet, d'étonnantes statues ornent l'escalier du temple. Ici, de part et d'autre, on a des représentations de jaguars. L'animal est parfaitement reconnaissable et les statues ont été sculptées dans la roche de la colline. Ce temple était utilisé par une autre division d'élite des soldats aztèques, les guerriers jaguars. À l'intérieur, on découvre 3 sièges. 2 d'entre eux représentent des aigles, les ailes déployées. Le dernier imite une peau de jaguar. On reconnaît les oreilles pointues, le museau, les lèvres retroussées laissent paraître les gencives et les canines. Cette salle était donc un point de ralliement des guerriers aigles et jaguars. C'est ici que se déroulaient les rites initiatiques des guerriers aigles et jaguars. Un autre détail a frappé les archéologues. Le centre de la pièce est occupé par un autel. Derrière, un trou circulaire a été creusé dans le sol. On a des traces matérielles et des textes qui attestent que les guerriers pratiquaient l'autosacrifice. Ils offraient leur propre sang. Et ce trou, c'était l'endroit où on déposait la partie du corps qu'on sacrifiait. Ce sacrifice faisait de ces hommes des guerriers d'élite, prêts à se battre et à tuer pour leur empire. Quel était le sort réservé aux populations conquises ? Pour le savoir, direction l'université de Sheffield, où Caroline Dodds-Pennock consulte le Codex de Florence. Le précieux document montre ce qu'il arrivait aux prisonniers de guerre. L'illustration n'est pas à l'échelle, bien sûr, mais c'est une excellente représentation de la façon dont on pratiquait les sacrifices humains au quotidien dans la culture aztèque. Il y a 5 prêtres, 4 d'entre eux tiennent chacun un membre. La personne est maintenue étendue sur la pierre sacrificielle et au milieu, le 5e prêtre lui arrache le cœur. La victime de ces cérémonies était souvent un prisonnier de guerre ou un criminel. On le menait au sommet du temple. Un prêtre aztèque lui ouvrait alors la poitrine. Arrachait le cœur encore palpitant et l'offrait aux dieux. On estime que les Aztèques sacrifiaient plus de 20 000 hommes, femmes et enfants chaque année. Cette pratique peut nous paraître barbare, mais pour les Aztèques, elle était primordiale. C'est grâce au sacrifice fait aux dieux que le soleil se levait chaque jour. La mort n'était que la première étape du rituel.
nous retrouvons Carmen Carbaral à Calix-Tlahuaca, à 75 km du Templo Mayor. Elle va nous montrer ce qui arrivait aux cadavres des sacrifiés. Nous avons ici une série de crânes sculptés en tessontlé. Ces crânes de pierre révèlent la terrible destinée des victimes de sacrifices. Il leur coupait d'abord la tête et il séparait le crâne du reste du corps. Puis il pratiquait un trou au niveau des tempes pour y passer un bâton. Les crânes étaient ensuite placés sur un mât et exposés sur la place devant le Templo Mayor. Ces alignements de crânes démontraient la puissance des Aztèques et terrifiaient leurs ennemis et leurs sujets. Les pyramides jouaient un rôle essentiel dans le succès de ces sacrifices. Sur le chantier de construction, le travail se poursuit sans relâche. Le deuxième niveau est terminé. L'équipe entame maintenant la construction du troisième et dernier étage. L'une des difficultés de ce chantier, c'est d'apporter les blocs jusqu'au niveau supérieur. Notre pyramide n'est pas très élevée, mais on peut imaginer le défi que ça représentait pour les Aztèques. Les degrés de leur pyramide étaient bien plus hauts, bien sûr. Il devait y avoir des blocs qui échappaient aux ouvriers et tombaient sur la tête des gens. Les chantiers de construction des pyramides aztèques étaient sans doute assez dangereux. Mais les Aztèques voyaient au-delà de la fatigue et du danger. Ces pyramides étaient un élément essentiel de leur monde. Ce chantier nous permet de comprendre toute la passion qu'ils mettaient dans cette entreprise. La société tout entière était partie prenante. Ce n'était pas juste le projet d'un souverain « Allez, construisez-moi une pyramide ». C'était toute une civilisation qui disait « On a besoin de ça, alors travaillons d'arrache-pied, suons sang et eau, et bâtissons une pyramide au bénéfice de tous ». David veut intégrer la pierre de Tessontlé rouge qu'il a eu tant de mal à tailler. L'équipe la place dans le mur. J'ai taillé cette pierre à la main dans la carrière et je l'ai portée jusqu'ici. C'est génial de la voir prendre sa place dans la pyramide. La construction des pyramides occupait la société tout entière. À quoi ressemblait la vie quotidienne sous le règne des Aztèques? Le site de Tenayuca permet de mieux comprendre leur mode de vie. Béatrice Zuniga se rend sur les vestiges d'anciens faubourgs de la ville. La société aztèque était organisée en classes fortement hiérarchisées. À l'époque préhispanique, la population était répartie dans différents secteurs. Il y avait d'une part le centre cérémoniel et de l'autre les palais. Et ensuite, il y avait les quartiers où vivait la majeure partie de la population. Béatrice examine les vestiges d'une maison. Nous avons ici des pierres issues d'une carrière. Cela veut dire qu'il a fallu les transporter jusqu'ici. On a d'abord engagé des tailleurs de pierre, puis des maçons pour monter les murs. Il fallait donc un certain statut pour habiter une demeure comme celle-ci. Ce n'était pas une maison de paysans. Cette riche famille semble avoir agrandi sa demeure. On voit qu'ils ont ajouté des pièces au fil du temps. Ils ont fait construire un étage supplémentaire et ils se sont encore agrandis. C'est pour cette raison qu'on voit une série de pièces qui deviennent plus étroites, plus larges ou plus profondes. Chez les Aztèques, parents, grands-parents et enfants vivaient sous le même toit. La population augmentait rapidement.
Les Aztèques disposaient donc d'un important réservoir de main-d'œuvre pour bâtir leurs monuments. Mais il fallait aussi nourrir cette masse d'ouvriers, de porteurs et d'artisans. À son apogée, Tenochtitlan abritait sans doute plus de 250 000 personnes. Mais elle était située au cœur d'un lac. Comment les Aztèques se nourrissaient-ils? Nous sommes à Xochimilco, à 25 km au sud du Templo Mayor. Ricardo Rodriguez est expert en agriculture. Il va nous montrer les techniques de culture des Aztèques. Allons-y. On est paré. C'est le dernier secteur de Mexico qui n'a pas changé depuis l'époque préhispanique. Aujourd'hui, Xochimilco est un secteur agricole prospère. Mais il y a 1000 ans, il n'y avait pas de terre ici. C'était un lac. D'où est venue la terre? Regardez ces pieux et ce canal très droit. C'est un paysage créé par l'homme. Il n'est pas naturel. Ces champs, ce sont des chinampas. À Tenochtitlan, les Aztèques n'avaient pas de terre pour pratiquer les cultures ou l'élevage. Alors, ils ont créé des jardins flottants. À l'apogée de l'Empire, les chinampas couvraient près de 90 km². Ricardo va nous montrer ces parcelles de plus près. La question est de savoir comment ils ont construit les chinampas. Comment ont-ils réussi à créer des champs là où il n'y avait que de l'eau? C'est la question. Ricardo a rendez-vous avec Chucho, un cultivateur local. Presque tout ce qu'on sait aujourd'hui a été transmis de génération en génération. Moi, c'est mon père qui m'a appris à travailler les chinampas. Chucho va utiliser les outils et les techniques du passé pour construire un modèle réduit de chinampas. La première étape, c'est d'enfoncer 4 pieux dans l'eau, dans le fond du lac. Ils vont former un carré. Il faut s'assurer que les pieux sont bien ancrés dans le sol. S'ils bougent, la structure risque de se désagréger. On relie ensuite les pieux avec des branches et des roseaux. Il faut alors remplir le centre d'herbe et de foin pour créer une île. On ajoute plusieurs couches de boue pour lier tous les éléments. La boue sent très fort parce qu'elle contient des excréments de toutes sortes. Je pense qu'à l'époque aztèque, elle contenait aussi les excréments des habitants. Il est temps de tester la solidité de l'ensemble. J'espère que tu ne vas pas tomber. Compresse-la bien et allons-y. Chucho fait ses premiers pas sur son petit jardin flottant. Alors, c'est bon? C'est parfait. Bravo! C'est extraordinaire. À présent, on a une petite île et on peut y cultiver des légumes. L'expérience est une totale réussite. C'est la dernière bouture pour ancrer notre chinampa dans l'eau. Et voilà, c'est terminé. Bravo. Ces parcelles artificielles permettraient de nourrir un empire en pleine expansion. Les chinampas sont très fertiles. On peut y faire 7 récoltes par an, ce qui veut dire qu'elles fournissent à manger toute l'année. Mais il ne suffisait pas de nourrir la population de Tenochtitlan. Il fallait aussi l'alimenter en eau. L'eau est salée. C'est bon pour les plantes, mais pas pour les hommes. Elle n'est pas potable. Mais alors, d'où venait l'eau potable de Tenochtitlan?
Voici Texcoco, à 30 km à l'est du Templo Mayor. Marta Hernandez dirige les fouilles de ce site extraordinaire, emblématique du génie hydraulique des sociétés préhispaniques. Texcoco a été bâti au XVe siècle par un allié des Aztèques, le roi Nézahualcóyotl. Nézahualcóyotl était réputé pour être un grand architecte. Il a conçu pour son peuple un réseau hydraulique très élaboré. Ce réseau est encore visible en certains points du site. Une structure étonnante attire l'œil du visiteur. Nézahualcóyotl a fait bâtir un aqueduc de 8 km de long au-dessus de la vallée. Il permettait d'acheminer l'eau de source depuis le mont Tlaloc. Un système de canaux et de bassins régulait le débit de l'eau. Nous avons ici la dernière section de l'aqueduc, celle qui transportait l'eau directement à Texcoco jusqu'à cette immense retenue creusée dans le roc. Cet aqueduc témoigne d'une grande maîtrise des techniques hydrauliques. On retrouve des infrastructures similaires à Tenochtitlan. À une exception près, elles sont bâties sur l'eau. Les Aztèques ont d'abord posé des matelas de roseaux sur le lac Texcoco. Puis, ils les ont ancrés dans le fond avec des pieux de bois. Ces tapis ont ensuite été lestés avec de la terre, de la boue et des pierres. Elles formaient des îles artificielles, espacées de quelques mètres. Cette chaussée supportait des rigoles d'argile tassées, reliées entre elles par des troncs d'arbres évidés. Les Aztèques ont ainsi créé un canal de 4 km de long. Il permettait d'acheminer l'eau des montagnes à travers le lac Salé jusqu'au cœur de la ville. Ce genre d'infrastructure atteste de la puissance de l'Empire aztèque. C'était une civilisation qui a réussi quasiment tout ce qu'elle a entrepris. Les Aztèques ont bâti des sites extraordinaires comme celui-ci. Des aqueducs aux pyramides, les Aztèques étaient des bâtisseurs accomplis. Leurs édifices éblouissent encore les architectes d'aujourd'hui. Sur le chantier, les 3 niveaux de la pyramide sont terminés. Lucas Cantu s'intéresse maintenant au décor des pyramides. Pour faire du stuc, il faut du calcaire qu'on va cuire, puis réduire en poudre. Lucas mélange la chaux avec de l'eau pour fabriquer une pâte. Il est important d'obtenir une consistance parfaite. Si le mélange est trop liquide, il va couler. S'il est trop épais, il pourrait se fissurer en séchant. Il faut une texture qui ressemble à celle du guacamole. Elle doit être visqueuse, mais sans être trop liquide. La chaux était un matériau précieux pour les Aztèques. Elle était collectée sous forme de taxes ou tribus à travers tout l'Empire. Certaines pyramides étaient entièrement couvertes d'un enduit blanc, mais de nombreux monuments étaient multicolores. Lucas et David vont teindre le stuc en rouge avec de l'hématite, un oxyde de fer. C'est une roche qu'on trouve partout dans la région. On dirait de la pâte à cupcake. Ça donne faim. Le stuc est prêt. Super, c'est parfait pour notre pyramide. Lucas teste le mélange. La roche est très poreuse, donc on va surtout remplir les trous. L'idée, c'est de l'étaler aussi régulièrement que possible pour créer une surface uniforme.
La couleur rend très bien. Ça fait très régulier. Avec cette expérience, Lucas et David ont contribué à la compréhension du monde aztèque. Ils ont reconstitué une pyramide telle que les Aztèques les voyaient. Il faut l'imaginer en grand. Elle aurait brillé de 1000 feux sous le soleil. Ça devait être saisissant. La splendeur de l'architecture aztèque témoigne de leur formidable puissance. Pourtant, cette brillante civilisation s'est effondrée en quelques années. Comment expliquer cette chute soudaine ? Une fois encore, le Codex de Florence fourmille de précieuses informations. C'est une illustration vraiment extraordinaire. On voit les Espagnols débarquer sur la côte. Les Aztèques n'avaient jamais vu de navire de cette taille. Ils ont cru voir des tours flottantes. Hernán Cortés est un conquistador espagnol. En 1519, il part de Cuba avec 500 hommes pour conquérir le territoire mexicain. Les Aztèques ont été frappés par l'arsenal des Espagnols. Ils n'avaient jamais vu d'épée ou de lance en métal, ou encore d'armes à feu. Les mousquets ont produit une forte impression parce qu'ils paraissaient tirer des éclairs de feu. Ils n'avaient jamais vu de bétail ou de chevaux. Tous ces éléments inconnus vont transformer le monde aztèque. Les Espagnols ont des chevaux et des armes en métal. Mais ils ne sont qu'une poignée. Les Aztèques sont des millions. Leur entreprise semble vouée à l'échec. Mais Cortés n'est pas seul face aux armées de l'Empire aztèque. Cette image nous montre l'alliance entre les soldats espagnols et les guerriers indigènes. On a donc les Castillans en armure sur leurs chevaux et on les distingue très clairement des soldats locaux qui marchent avec leurs boucliers. Cortés parvient à convaincre les ennemis locaux des Aztèques de se joindre à lui. Bientôt, il réunit une armée assez nombreuse pour attaquer la capitale aztèque. Lorsque Cortés et ses hommes découvrent Tenochtitlan, ils sont éblouis par son gigantisme et sa splendeur. De leur côté, les Aztèques voient l'arrivée des Espagnols comme un signe divin. Ils offrent de l'or à Cortés pour l'amadouer. Mais les Espagnols massacrent les nobles et prennent le roi Moctezuma en otage. Et puis les Aztèques les repoussent. Les Espagnols reviennent alors avec une armée plus puissante. Et cette fois, ils détruisent la cité. Au cours de la conquête, ils tueront près de 250 000 personnes. Cette défaite violente signe la fin de Tenochtitlan. Mais que devient le reste de l'Empire aztèque ? David Walton est à Tlatelolco, sur les traces de la fin de la conquête espagnole. Il est écrit que le 13 août 1521, après une défense héroïque de Cuauhtémoc, Tlatelolco est tombé aux mains d'Hernán Cortés. Tlatelolco était la dernière poche de résistance de l'Empire aztèque. C'est le site de leur dernier combat, de leur ultime défaite. Une question demeure. Pourquoi reste-t-il si peu de pyramides ? Regardez cette église. Elle est en tessontlé. C'est le matériau de construction que les Aztèques utilisaient pour leur temple. Les Espagnols ont démantelé les monuments et réutilisé les pierres pour bâtir leurs propres édifices. Les Espagnols avaient des alliés et des armes effrayantes, inconnues des Aztèques. Mais cet avantage ne peut expliquer à lui seul leur victoire totale. Un autre facteur a précipité la chute des Aztèques. L'un des aspects importants de la conquête, c'est que les Espagnols ont apporté des maladies comme les oreillons, la rougeole et la variole, et elles ont décimé les populations locales. On estime que dès 1520,
l'épidémie de variole avait tué 40% de la population. Les Espagnols ont anéanti les Aztèques et effacé jusqu'au souvenir de leur technique architecturale. David et Lucas sont parvenus en partie à les reproduire. Ils abordent maintenant la dernière étape de la construction de leur pyramide, et la plus difficile, l'escalier. Les escaliers sont un élément crucial des pyramides aztèques. C'est ce qui leur permettait de remplir leurs fonctions sacrées. Il fallait que les prêtres puissent gravir ces marches pour procéder à des rituels au sommet de l'édifice. Je pensais créer la première marche ici, et puis continuer comme ça. L'équipe a recours à des techniques traditionnelles pour marquer l'emplacement des rampes et des marches. Je suis sûr qu'ils utilisaient des cordes. Elles pouvaient être, par exemple, en fibre d'agave. La construction des marches requiert une très grande précision. Elles doivent être parfaitement symétriques, comme l'étaient les escaliers aztèques. Le défi pour les escaliers, c'est de s'assurer que l'ensemble formé par les rampes et les marches ressemble à une sculpture. Elles doivent être absolument parfaites. C'était la touche finale. La pyramide expérimentale est terminée. Cette expérience a permis à David et à Lucas de mieux comprendre l'importance des pyramides pour les Aztèques. Je suis au sommet de notre pyramide et c'est génial. Je vois la vallée environnante et j'ai vraiment l'impression de dominer le monde et tout ce qui m'entoure. Je comprends ce qu'a pu ressentir un prêtre aztèque au moment de pratiquer son rituel il y a 600 ou 700 ans. La pyramide mesure 5 mètres de côté et près de 2 mètres de haut. Elle est composée de 20 tonnes de pierre et de ciment. Sa construction a nécessité 5 semaines de travail pour une équipe de 12 personnes. Lucas, c'est génial! Elle est superbe! Regarde, le mortier a l'air de très bien tenir. Oui, elle est très solide. Et j'aime bien nos ajouts de pierre brute. Pour créer ce petit chef-d'œuvre de patience et de précision, il a fallu poser des fondations, tailler les pierres à la main et les placer une à une. Cette expérience révèle la puissance symbolique des pyramides aztèques. J'ai toujours admiré les Aztèques, mais après avoir construit cette pyramide, je les admire encore plus. En quelques décennies, ce peuple étonnant a su assimiler et améliorer les techniques de construction de ses prédécesseurs. Cette expérience m'a permis de comprendre toute l'ingéniosité des Aztèques et leur maîtrise des techniques de construction. C'est vraiment une culture impressionnante. Elle mérite toute sa place parmi les grandes civilisations du passé. En moins de 2 siècles, la petite tribu nomade a réalisé des prodiges. Les Aztèques ont fait de ces îlots marécageux une cité d'une merveilleuse beauté. Ils ont érigé des monuments extraordinaires, conçu d'ingénieux aménagements urbains et mis sur pied une armée redoutable. Ils ont créé l'une des civilisations les plus brillantes des Amériques. Nombre de leurs secrets sont peut-être encore enfouis sous la ville moderne de Mexico. Mais petit à petit, les archéologues font la lumière sur les mystères de leur histoire.